Alors, rebonjour ou bonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin. Donc, on est à Made in Job à Marseille. Merci d'avoir patienté. Tout le monde est arrivé, donc on va pouvoir commencer cette conférence sur un vaste sujet qui est la transformation digitale. Alors, pour en parler, j'ai avec moi Laurent Villon. Laurent Villon, bonjour, rebonjour, on vous a vu ce matin. Vous êtes directeur adjoint des systèmes d'information du Conseil général du Gard. À côté de vous, François Bottin, bonjour. Vous êtes vice-président du Digital Lab CMA-CGM. Vous nous expliquerez un peu en quoi ça consiste tout à l'heure. Hervé Bourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en e-commerce, fondateur de Check Your E-commerce et président de l'association e-com Provence. Et à côté de vous, Jérôme Savajol, rebonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recherche et développement à Delta Assurance. Et enfin, à côté de moi, Frédéric Goré, bonjour. Vous êtes Digital Project Manager au groupe Vacances Bleues. Alors, le but de cette conférence, j'ai voulu qu'on aille un petit peu derrière ce que cachait l'expression de transformation digitale, parce que on en entend parler tout le temps. Ça a été, le terme a même été repris maintenant. On ne parle plus de réforme en politique, on parle de transformation aussi. Donc, aller un petit peu au-delà de ce mantra et voir ce qui gravite autour de ce concept. Un petit point de contexte. Selon une très récente étude de BPI France, 87% des dirigeants de PME et ETI pensent que la transformation digitale n'est pas un enjeu primordial pour leur entreprise. Voilà, donc je vous laisse un peu méditer là-dessus et on va voir en quoi ils ont peut-être un peu tort. Et côté salarié, enfin, le meilleur moyen selon les salariés d'accompagner la transformation digitale, ça serait de partager la culture digitale par des formations. Donc voilà, donc une petite entrée en matière. Moi j'ai une première question. J'aimerais savoir à tous quelle est votre définition de la transformation digitale. Alors je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Je vais me lancer, il en faut un. Il en faut bien un. Ouais, oui, je pense que le mot transformation digitale fait partie des buzzwords en ce moment, donc on y met beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, ma définition de la transformation digitale, c'est de porter un autre regard sur les organisations et sur la manière dont l'informatique au sens large, ça va être la data, ça va être les différentes technologies connectées, les technologies mobiles, vont nous permettre de réinventer des métiers traditionnels et d'apporter un côté disruptif quelquefois ou simplement évolutif pour servir dans le cadre d'organisations commerciales différemment les clients. Donc je pense que si on ne part pas du besoin du client et on est tous clients de quelque chose, on passe à côté, on ne fait pas de la transformation digitale pour le plaisir, mais la technologie doit permettre, de mon point de vue, de changer de regard et de changer d'approche. Sur le client. Sur le client, sur la manière de donner une prestation. D'accord. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ou est-ce que vous voulez la compléter Alors oui, moi je suis d'accord et je compléterai avec un élément qui est la partie technologique au sens de ce qu'aujourd'hui les nouvelles technos permettent et là on a une vraie révolution. Je vais juste vous donner un exemple. Moi d'origine j'ai une formation de statisticien, d'économétrie, et j'ai appris des algorithmes de données qu'aujourd'hui en fait on fait tourner grâce aux infrastructures et à la puissance qu'on a. Il n'y a rien de nouveau en termes statistiques et mathématiques, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais aujourd'hui on a des puissances et des technos qu'il faut qu'on peut en faire des applications très rapidement et avoir des cas concrets avec une valeur ajoutée très rapide. Donc il y a la partie techno et le deuxième aspect, c'est une vraie transformation interne, on va dire, aux entreprises et des compétences des ressources qui travaillent autour de ces sujets au sein des directions informatiques.
Et on a une vraie révolution dans la façon dont s'organisent les projets et dont les gens vont travailler ensemble de manière collaborative et avec des compétences qui ne sont plus les compétences dont on avait besoin il y a 20 ou 15 ans pour faire un projet informatique. Donc il y a ces deux aspects sur la transformation. Alors justement, l'aspect interne, est-ce que c'est pas justement le premier chantier à faire avant justement la vision client? Est-ce que c'est pas d'abord en interne amener toutes les équipes à comprendre le but d'une transformation en interne, d'utiliser des nouveaux outils, etc. pour pouvoir s'adapter ensuite aux clients? Comment on fait pour révolutionner tout ça? Je pense qu'il y a deux approches. Nous, celle qu'on a pris à la CM1, c'est de dire qu'on va... donc le Digital Lab, c'est une entité qu'on a constituée cet été d'une trentaine de collaborateurs sur une informatique qui fait 1200 personnes dans le monde et qui sont entièrement dédiés aux sujets digitaux. Et donc, on s'est posé la question soit de constituer ce lab avec des gens qui viendraient de l'extérieur et qui auraient les compétences technologiques ou les nouvelles compétences sur ces méthodes de travail, soit on prend des gens qui sont internes, qu'on accompagne et qu'on va transformer en fait. On va faire évoluer leurs compétences pour repartir sur du digital. On a pris cette option-là. Donc on construit notre Digital Lab avec des gens qui connaissent le système d'information et qui connaissent les métiers de la CMA. Et au fur et à mesure, on va les accompagner et les former pour qu'ils acquièrent ces nouvelles compétences et ces nouvelles technos. Mais on le fait aussi par un système de preuve par l'exemple. Plutôt que de dire, vous partez tous 2 mois en formation, on va vous former à l'agile, on va vous former à l'IoT ou à la blockchain, on travaille sur un système très rapide de proof of concept et de montrer en fait qu'on arrive à faire des choses plus vite avec ces nouvelles technos. Et ensuite, on accompagne par des formations. Et on l'a fait dans cet ordre-là. D'accord. Laurent Villon, dans le secteur public, est-ce que c'est exactement la même méthode? Comment on emporte les équipes dans la transformation digitale? Alors, effectivement, le secteur public pose question dans le domaine du digital. Donc, je ne reviens pas du tout sur ce qu'ont dit mes camarades, que je partage largement, effectivement. La révolution digitale, parce qu'on parle aussi de révolution digitale, c'est d'abord, effectivement, amené par la technologie. Cette technologie permet des choses que l'on ne pouvait pas faire avant. Ça révolutionne, donc ça tire, en fait, le métier de la DSI. Quand vous dites technologie, vous entendez quoi, concrètement? Alors pour moi, c'est assez simple. Je ne sais pas si on partage à ce niveau-là, mais avant, la DSI avait des clients internes. On avait des applications qui fonctionnaient dans des salles informatiques, qu'on appelle aujourd'hui data center, qui fonctionnaient sur un réseau privé. Et aujourd'hui, le réseau il est devenu public, c'est Internet, et les applications sont dans des data centers et à l'usage du grand public, de tout le monde. La révolution digitale, c'est ça finalement. C'est la puissance informatique qui sort du champ privé de l'informatique, qui se répand dans le domaine du grand public et qui permet notamment aux statisticiens d'avoir des données qu'avant on n'avait pas ou qu'on n'avait qu'en interne sur le fonctionnement ou le comportement des utilisateurs internes. Et ça révolutionne toute l'entreprise et toute la structure organisationnelle qui utilise ces moyens, puisque la DSI doit sortir de son rôle interne, les métiers doivent utiliser une technologie qu'avant ils n'utilisaient pas, ils doivent se l'approprier et le business model s'en trouve changé. Le problème que l'on a dans le secteur public, on ne méconnaît pas cette évolution puisqu'on utilise, comme nos collègues du privé, les mêmes technologies, les mêmes méthodes de travail, etc. Sauf que dans le privé, c'est le business qui paye la révolution numérique. Parce que là, un coût, je pense qu'on est assez d'accord pour le dire, 30 personnes chez vous, c'est beaucoup. Ça a un coût, sans parler de ce que ça engendre comme coût de fonctionnement, investissements divers et variés. Dans le secteur public, on n'a pas ces moyens-là parce qu'on n'a pas de business. Donc on n'a aucun business pour payer la transformation digitale qu'on se doit malgré tout d'assurer, dans la mesure où le grand public, les clients, comme tu l'évoquais tout à l'heure, sont aussi nos usagers, des citoyens. Donc il faut qu'on résolve le challenge pour nous finalement, en plus de l'adaptation, et je ne pense pas que ce soit plus facile chez nous que dans le privé, parce qu'il y a une culture d'entreprise, de collectif. En plus de ce challenge-là, on doit en interne persuader nos décideurs, les hommes politiques, que la société change et qu'il faut s'adapter à cette société. Alors,
ils en conviennent de ça, hein, c'est pas un souci. Pour avoir des voix aux élections, il faut satisfaire le citoyen qui par ailleurs vote. Néanmoins, il faut arriver à les convaincre de mettre un petit peu d'argent sur la table quand même et de trouver des business models. D'accord. Frédéric Goré, au groupe Vacances Bleues, comment ça se traduit la transition digitale ? Alors, quel métier, quelles compétences Alors effectivement, moi je rebondis un peu parce que dans le secteur du tourisme, la transition, transformation digitale, ça donne un sentiment de calme en fait, que c'est lent. Que ça prend son temps. Non, c'est disruptif, le mot a été dit tout à l'heure, c'est très violent, surtout dans le tourisme. On se fait attaquer par du Airbnb, on se fait attaquer, on retrouve le changement de business model et tout ça. Je retrouve aussi chez Vacances Bleues ce qui a un peu été dit, mais effectivement, moi j'appartiens à la DSI, mais je passe ma vie au marketing. C'est aussi des nouveautés dans le but de créer un service web qui soit vraiment dédié au web et à ces changements. Comment ça se traduit de manière très concrète? Je travaille avec le cloud, c'est-à-dire tout le système de réservation qui était maison, développé en interne. Aujourd'hui, on passe par des prestataires dont c'est le métier, dont ils ont une valeur ajoutée immense sur le marché, qui permet de se connecter à tous les acteurs du marché. Donc ça peut être les revendeurs et plein de choses. Deuxièmement, ça peut être le CRM aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la transformation digitale, remettre le client au centre du jeu et que ça soit vrai pour tous les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui font de la statistique ou de la compta qu'on essaye de faire sortir de leur travail pour avoir vraiment une vision client sur les choses. Et troisièmement, ça passe par des outils collaboratifs. Vacances Bleues est passé à Google Apps for Work, donc la suite Google à la place de Microsoft Office traditionnel. Et alors là, c'est pas le client qu'on remet au centre, c'est la documentation, et ça se traduit par une mise au centre de la connaissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, on ne comptait pas les kilo-octets de données, de fichiers qui étaient perdus dans des Outlook, perdus dans des mails, et des gens qui reprenaient à zéro un Excel qui avait déjà été fait par quelqu'un d'autre sans le savoir. Ici, la connaissance de l'entreprise est au centre du jeu, est en ligne, et tout le monde peut y accéder. Et ça demande même une nouvelle compétence qui n'existait pas, qui n'a jamais été envisagée, et dont je ne lis jamais d'article là-dessus. Qui gère le Drive aujourd'hui? On a beau dire que c'est facile, que c'est Google et que on retrouve un document. Non, parce qu'il faut des process, il faut savoir comment on met un document, comment on le retrouve, même si effectivement la recherche est beaucoup plus facile sur un SharePoint traditionnel d'une ancienne boîte. Voilà. Et justement, est-ce qu'il faut former les collaborateurs à tout ça, ou ils sont déjà... La principale chose que je vois, c'est qu'effectivement, on parle d'informatique et que tous les métiers ne sont pas sensibles à la gestion de projet. Ça, c'est vraiment quelque chose que je constate au quotidien, c'est-à-dire qu'à la compta enfin, c'est pas, j'ai rien contre les comptables, mais c'est vrai que c'est un exemple que je mets, mais ça peut être dans tous les métiers, dans tous les services, il n'y a pas cette notion de gestion de projet. Et la vraie formation sur laquelle j'appuierais, c'est la formation à la gestion de projet, alors informatique, mais au sens gestion de projet. Voilà, c'est transformation en mode projet. Le mode projet est quelque chose qui mérite Donc tout le monde devrait passer au mode projet. C'est un projet de transformation d'entreprise qui passe par le digital, donc oui, je suis d'accord avec ça. Hervé Bourdon, vous qui voyez côtoyer plein de gens du e-commerce, quelle est leur vision de la transition digitale et qu'est-ce que vous en retenez? C'est quoi votre définition aussi à vous? Alors ce qui est très caractéristique, c'est la variété des situations sur le marché aujourd'hui, parce que par exemple pour le tourisme, ça a été très vite et ça n'a pas été très sensible pour les utilisateurs, pas dès le départ, ou pour la banque, pour des métiers comme ça, dans lequel l'informatique, la structuration de la donnée était très très important. Et ce qui a changé, c'est l'accès rapide aux données. Donc ça peut se voir sous différents angles. Mais en particulier, aujourd'hui, quand on cherche des candidats de valeur, ils sont extrêmement bien renseignés sur les entreprises ou sur les postes qu'on leur propose. Mais ça donne aussi une volatilité, un comportement assez mercenaire parfois, parce qu'ils sont très renseignés, ils savent quelle est la mission qu'on leur propose. Mais une fois la mission terminée, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Donc il est difficile de consolider les équipes de gens qui sont pointus. À l'opposé, on trouve des profils qui sont beaucoup moins affûtés sur la question du digital, et les grandes entreprises un peu anciennes fonctionnent par silos. Et je pense qu'à la CMA, par exemple, il y a un des défis, c'est de faire communiquer les différents silos d'entreprises entre eux
les comptables, cher à mon voisin, mais ça concerne aussi les logisticiens, etc. Parce que quand on met une dose de e-commerce quelque part, en particulier le e-commerce, le directeur e-commerce qu'on employait jadis pour faire un espèce d'appendice sur l'entreprise pour distribuer en ligne, il met le bazar partout, hein, en fait. Il va enquiquiner la compta, la trésor, il va l'impacter très très fort. Il va vouloir de la dispo, il va embêter la logistique, il va vouloir faire varier les prix au commercial. Il va transversaliser beaucoup cette activité. Donc là où on trouve beaucoup de mixité sur le marché, en particulier du e-commerce, c'est beaucoup de petites entreprises qui travaillent par niche, qui sont digitales à l'origine parce qu'elles ont démarré à faire du e-commerce pour certaines il y a 15 ans. Et elles ne se posent pas la question, elles sont digitales natives. Et elles côtoient des entreprises mondiales géantes qui aujourd'hui sont surcotées, Airbnb dans le tourisme ou Amazon ou des entreprises comme ça qui louent des serveurs et qui prennent de la data à tout le monde en fait. C'est ça qui est très très affligeant aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays qui est encore un petit village gaulois. On a nos GAFA, là, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui nous écoutent, qui enregistrent les comportements, qui enregistrent les données, y compris les données d'entreprise, à un plan statistique. Ils ne nous espionnent pas nommément, mais ils savent ce qui se passe. Et eux, ils ont la data, ils ont cette compétence et cette organisation digitale. Donc on est en compétition avec eux sur les différents marchés et c'est dur. On ne se rend pas compte à quel point la dinosaurisation de nos marchés est forte. Non mais pour de vrai. Hein. Ouais. Pour de vrai, c'est-à-dire que mon voisin assureur, aujourd'hui, il cherche à étudier le comportement de ses assurés. Et ça fait 1000 ans qu'il a des actuaires qui évaluent des niveaux de risque. Mais les actuaires, il leur faut de la data. Google, Apple, Amazon, Facebook, ils l'ont, cette data. Et ça c'est quelque chose qui est très frappant. Alors, qu'est-ce que des jeunes qu'on peut recruter ou des profils plus anciens peuvent apporter ? C'est la complémentarité, je pense, qui compte. Parce qu'il me semble que chacun a ses compétences à apporter, en particulier en termes de méthode. La DSI sait organiser des déploiements, sait sécuriser, enfin c'est son métier en tout cas, ou gérer des projets. Et c'est là que je pense qu'il ne faut pas être exclusif sur le digital parce que en fait les clients ils sont pas digitaux ou pas digitaux, ce sont des clients, c'est tout. C'est pas compliqué, les employés sont pas digitaux ou pas digitaux, ils ont des mobiles dans les pattes et ils font ce qu'ils peuvent avec. Donc pour les satisfaire, il faut s'adapter. En fait, c'est une histoire de compétition. La disruption, elle est vieille comme le monde. Justement, comment on fait pour s'adapter ? En fait, il y a là dans l'étude de la BPI, 38% des dirigeants PME ETI pensent que la transition digitale, ça sert à rien du tout, c'est pas utile. La moitié, 52%, commencent à tester mais manquent de budget et de compétences. Et 10%, ceux qui sont qualifiés les conquérants, sont enthousiastes, veilleurs, mais se disent freinés par les problèmes organisationnels. Alors, est-ce que la transition digitale, c'est un enjeu de quoi ? De culture d'entreprise, de compétences, de quoi ? Jérôme ? Pour moi, la première prise de conscience, c'est que la transformation digitale, c'est faire passer l'informatique et le digital d'accessoire au principal à principal. C'est-à-dire que moi j'ai vécu pendant des années dans le monde de l'assurance avec un métier d'assurance et accessoirement un site web, accessoirement des services digitaux qui facilitent la vie. Aujourd'hui, on change complètement de paradigme et le digital est en avant. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux de concurrence, par exemple dans le monde de l'assurance, où tous les acteurs sérieux délivrent un service qui est à peu près le même. Qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est l'expérience qu'on va apporter au client, à l'utilisateur, une expérience utile, pas uniquement une expérience qui serait marketing, même si le marketing est très important, mais on va pouvoir transformer l'usage. Et là, c'est ça, cette prise de conscience. Cette étude, elle pose question, parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi peu de chefs d'entreprise ont ce regard ? Moi, ça me fait un peu froid dans le dos. Et ce que j'aime bien dans vos visions, là, c'est que j'ai l'impression que pour vous, c'est totalement évident. Et qu'en fait, vous voyez déjà la phase d'après, c'est-à-dire voilà, le client. Mais en fait, dans des entreprises, dans des grandes entreprises, j'imagine comme à la CMA,
Alors, qui est chargé justement de sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux-là, à ce que ça devienne pas l'accessoire mais le principal? Déjà, je vais juste rebondir, enfin poursuivre sur ce que vous disiez sur le premier chiffre, là, les 38%. Donc eux, ils vont avoir un très très gros problème, les 38%. Non, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous, donc CMA, on est présent dans le monde entier. Donc on a une informatique qui historiquement est très centralisée, des systèmes groupes qui sont gérés par une DSI à Marseille. Donc on a des phénomènes qu'on appelle du shadow IT. Depuis toujours, c'est des gens qui vont développer des choses en région ou si vous êtes dans des assureurs, dans des autres entités de l'assureur, et qui jusqu'à il y a 2 ans, ces gens-là, le shadow IT, en fait, ils essayaient d'extraire les données des systèmes, donc du data warehouse, des systèmes décisionnels. Et puis après, ils mettaient tout ça dans des bases Access, ils branchaient dessus des fichiers Excel, ils faisaient des macros avec des stagiaires, et c'était ça leur IT local. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les régions, enfin en tout cas pour nous, qui vont faire du shadow IT, eh ben, ils vont aller dans le cloud Amazon, ils vont se connecter sur les API Google, ils vont faire développer par une boîte indienne une application mobile qui vont payer $20 000. Et donc on n'est plus du tout dans ce qui se passait avant, où on pouvait se dire bah, je contrôle du central ma transformation et je vais imposer des règles, des choses comme ça. Ça, c'est fini. Donc les 38%, il faut vite qu'ils se rendent compte que la transformation digitale, il faut qu'ils l'accompagnent, parce que sinon, de toute façon, leur DSI va disparaître en fait. Alors pour en revenir à ma question, qui accompagne dans des grandes sociétés comme la vôtre ou comme groupe? Alors nous, ça vient très clairement de la direction générale. Si vous regardez les communications qui sont faites par la direction, donc par Rodolphe Saadé, le digital est un des 5 axes stratégiques de l'année et de sa volonté de faire évoluer l'entreprise. Donc pour vous, la transformation, c'est par le haut, c'est voilà, vertical. Nous, ça part du haut, donc derrière, ça facilite aux différents niveaux hiérarchiques l'accompagnement des collaborateurs. Et il y a aussi une vraie volonté de se dire, si je reprends mon exemple du Shadow IT, plutôt que de dire aux gens non, vous faites pas ça, c'est une DSI centrale qui va décider pour vous, c'est de dire bah, si on va vous écouter, on va le faire avec vous. Et c'est là où on rejoint le collaboratif qui est aussi nouveau aujourd'hui. C'est qu'on est vraiment dans des projets qui permettent de travailler de manière beaucoup plus ouverte avec l'ensemble donc dans notre cas des régions, mais de tous les gens au sein du groupe. Donc c'est ça les messages qu'on passe aussi autour du digital, c'est de dire c'est plus juste une affaire d'IT, c'est effectivement du marketing, c'est la comptable, c'est tout le monde le digital aujourd'hui. Et c'est pas un projet informatique qui va livrer une application. Ça c'est fini, ça marche plus comme ça. Ça passe par des formations, des groupes de travail. Oui, on a des formations assez classiques sur les premières formations, c'est tout ce qui va être méthodologie agile. Donc c'est quoi un projet en mode agile, c'est quoi un sprint, c'est quoi un product owner, un scrum master, etc. On commence par ça. Chez vous, les comptables, ils sont en mode projet. Alors ils peuvent être ils peuvent devenir product owner au sens d'un développement agile, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Là, à ce stade, on n'a pas encore fait d'application avec les comptables, mais il y a aucune raison. Ça ne saurait tarder. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, pour aller dans le prolongement, il y a, en fait, première chose, donc je rebondis sur Airbnb, c'est sûr que y a un truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'effectivement, il y a 2 catégories d'entreprises. Il y a les entreprises effectivement où la direction appuie et va pour le digital, et les autres. Il y a Philippe Méda qui est consultant d'innovation, qui est maintenant sur Amsterdam, qui est marseillais, et qui disait qu'il faut remplacer le numérique par de l'électricité en fait. On n'est pas dans la transformation. Le numérique, c'est comme l'électrique, c'est l'électricité quoi. C'est là, c'est ambiant. Il ne faut pas faire comme si est-ce qu'on va y aller ou pas y aller. C'est comme si quand l'électricité est arrivée, on a dit bon bah alors qu'est-ce que fait? On fait une transformation électrique ou pas? On se pose la question. Voilà, on en est là. Pour rebondir sur Airbnb, il y a aussi un phénomène qui est intéressant. Aujourd'hui, le nombre de nuits moyennes sur Airbnb, c'est 6,4 nuits, quand moi je me bats pour dépasser les 3,2. Uber San Francisco, c'est $1 milliard de chiffre d'affaires, alors que le business du taxi avant Uber, c'était 250 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Airbnb vend 2 fois plus, crée de la valeur, c'est-à-dire qu'effectivement, ils nous piquent des chambres, et c'est très bien, mais en plus, ils arrivent à convertir avec une innovation de service, avec une proposition de valeur qui n'existait pas avant. Ils ont créé de la valeur. Uber, c'est pareil. Il y a des gens qui prennent des Uber qui n'auraient jamais pris de taxi. Donc ça, c'est fondamental parce qu'on répond à un problème critique. Et c'est là où je voulais en venir. Il faut vraiment que les entreprises remettent en question leur modèle. C'est avec le numérique. C'est-à-dire qu'avec l'électricité, il y a des business qui se sont créés qui n'auraient pas pu être faits
avant l'électricité. Avec le numérique, c'est pareil. Le business qui est moribond. Et moi, ce dont je parle, c'est en interne. Alors ça a l'air très évident comme ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'électricité, on s'en passe pas. Et il va falloir qu'on se passe pas du digital. Mais pour le moment, il y a des personnes qui se passent très bien du digital. En interne, c'est comprendre que la digitalisation de l'entreprise, ce n'est pas mettre des documents Word en PDF. Parce que c'est ça, transformation digitale. Mais moi, j'ai tout sur PDF et c'est super. Et c'est stocké dans un Dropbox. Non, justement, c'est remettre. Et ça, c'est pour ça que c'est une question de direction, de CEO. Les messages à faire passer par la direction, c'est ça. Mais c'est aussi une question de vision et de direction. Vacances Bleues a bien compris parce qu'elle a essayé. Et je reviens sur les principes de proof of concept. Et avec le numérique, il faut, avec tout ce qui est innovation de manière générale, il faut accepter d'essayer des choses au risque de se tromper. Et la valeur, elle est là. C'est en se trompant qu'on va trouver des nouvelles sources de valeur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer des nouvelles choses. Un business model, ça ne se décrète pas, ça se découvre. Voilà, c'est le... Hervé, vous vouliez rajouter je pense que ce qui est vraiment important dans les valeurs que tu viens de donner, là, c'est que, en fait, je pense que chez CMA, ça doit être patent. On a des résultats ou des indicateurs de performance sur des projets, des tests, des lancements très très rapidement. La manière de travailler de Airbnb permet de savoir si tel logement mis en ligne avec telle ou telle photo, ou plutôt telle ou telle photo, va plus ou moins remonter. Or, ça, c'était des pratiques qui, il y a 10 ans, étaient inconnues. On jouait sur les prix. La variable, c'était le prix, la disponibilité. Aujourd'hui, on introduit des critères qualitatifs qu'auparavant, on négligeait. On a de la data de manière extrêmement fine. C'est pareil pour mon voisin. Il est habitué à qualifier ses clients ou assurés en fonction de leur âge, de leur situation géographique ou de je ne sais pas quel paramètre. Une fois que tu as mis une puce dans une voiture, tu sais comment conduit la personne, donc tu as de l'information individuelle. Et je crois que c'est une façon de travailler qui doit faire abandonner de l'autorité descendante, mais qui doit impliquer toute l'entreprise. Donc ça pose vraiment des problèmes de motivation, d'animation d'équipe, le lean, là, l'entreprise agile, c'est pas que du pipeau. Les 38% qui veulent pas bouger, ils ont peur de ça aussi. Ils ont bâti des murs en parpaing, alors qu'aujourd'hui, les murs, ils sont en toile, ils bougent sans arrêt. Donc, comment on fait ça? Et comment on forme aussi des étudiants? Parce que je m'amuse de temps en temps à donner des cours. Comment on forme des étudiants à pas dire, en sortant de l'école, je vais être chef. Voilà, salut les gars, je vais être chef. Ça se passe pas du tout comme ça. Est-ce que tu vas pouvoir animer des équipes, les former en permanence, te former en permanence et avoir une culture de la donnée et du résultat. Et ça, c'est compliqué. Et c'est toute une histoire en fait de la diffusion de l'innovation et du digital dans l'entreprise. Et on sait que dans ces cas-là, il y a à peu près 3 groupes de personnes. C'est-à-dire il y a les pionniers qui, ils y vont tout de suite. Il y a les un peu plus réticents et les complètement réticents. Comment justement, qui sont les pionniers dans l'entreprise ou dans le service public? Je vais me tourner vers vous, Laurent Villon. Qui sont les pionniers dans le service public à qui vous adressez d'abord pour faire comprendre que en interne, ce sujet de la transformation digitale est central? Alors effectivement, je reviens sur le tableau un petit peu négatif que je dressais tout à l'heure. C'était pour lancer le débat. Évidemment, dans le secteur public, il y a une prise de conscience qui est faite à ce niveau-là. Et ce sera une véritable révolution parce qu'en ce qui nous concerne, la digitalisation, le numérique, ça va d'abord être de la dématérialisation. Et là, on s'attaque à la paperasserie. Donc je crois que quand je dis ça, tout le monde a bien compris. Transformer l'administration de sorte à supprimer la paperasserie, c'est ambitieux. C'est une vraie révolution. D'accord. Ça remet en cause les métiers, ça remet en cause les effectifs, ça remet en cause les compétences. Voilà. Donc déjà, on a un premier moteur qui est largement poussé par l'État. Et donc, on est en train de se dématérialiser. Et comme le disait mon camarade tout à l'heure, je ne peux que souscrire à ça. Il ne s'agit pas de gérer des PDF. Il s'agit de transformer les process qui s'appuient aujourd'hui sur du papier pour avoir d'autres process qui sont numériques, avec des mécanismes de preuve qui sont différents d'une signature manuscrite,
Hein, les gens dans l'administration, enfin vous le savez tous, on vous demande des signatures, on signe des papiers en permanence. Ça va disparaître demain. Alors il y a la blockchain, etc. Donc il y a énormément d'évolutions numériques, d'évolutions technologiques qui nous poussent à ça. Mais le mettre en place dans l'entreprise aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Enfin, dans l'administration, pardon. Je suis un peu contaminé par l'environnement privé qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est ce à quoi on travaille. Donc on met en place, pour ce faire, effectivement, la conduite de projet est importante, mais ce qu'il faut, enfin, ce qu'on perçoit nous, c'est que les concepts classiques de conduite de projet, y compris, enfin, notamment ceux que l'on a en matière informatique, hein, avec spécification, réalisation, contrôle, pour parler du cycle en V que probablement tout le monde connaît ici, c'est remis en cause. On fonctionne différemment, on est en mode itératif, etc. Et on est amené à développer des transversalités au sein de la structure qui n'existaient pas avant. On demande sur un process donc de numérisation ou de dématérialisation, on l'appelle comme on veut, on a un projet classique, on met en place un logiciel qui va permettre de gérer, une solution numérique qui va permettre de gérer la nouvelle problématique, mais pour faire fonctionner ce projet, il faut impliquer dans ce projet en transversalité des thématiques communes au sein de la structure qui amènent à casser les silos que l'on évoquait tout à l'heure, comme la gestion des RH, parce qu'on va recycler, on va devoir, enfin recycler, excusez-moi de ce terme un peu facile, mais enfin il faut reconvertir les gens, les former, leur expliquer que leur métier a changé ou que leur métier a disparu. C'est pas simple, surtout quand on en a plusieurs centaines. Hein. Un département comme le nôtre, 750 000 habitants, c'est 3000 et quelques agents qui font des métiers comparables, répartis sur le territoire avec des fois des méthodes différentes. Donc c'est des enjeux d'homogénéisation des process, de transversalité, de conduite du changement en fait. Et je partage complètement ce qui a été dit précédemment. Oui, ça doit venir d'en haut, donc pour nous ça arrive par le politique. Hein. Effectivement, le politique, je l'évoquais tout à l'heure, il faut qu'il trouve les moyens. C'est pas simple, mais on a des marges de manœuvre. Bon, rassurons-nous là-dessus, sans avoir augmenté les impôts, je vous rassure aussi. Et à partir de là, la volonté politique fera le reste. Donc ça doit être porté par le politique, mais ça doit surtout être porté en interne par le management intermédiaire. Et la façon dont on procède, c'est que l'on anime des groupes de travail, on explique, on rencontre les directeurs. Hein. Bon, en ce qui nous concerne, le bon échelon, c'est la direction, c'est une entité assez homogène. Et on fait beaucoup d'évangélisation pour essayer de les amener à réfléchir sur leurs pratiques et à les faire changer celles-ci pour tirer, et ça a été dit tout à l'heure aussi, hein, demain, c'est pas un chef, c'est pas des chefs dont on a besoin. Ce sont des leaders qui seront capables d'accompagner leurs équipes dans le changement de leurs pratiques et de leur métier. D'accord. Alors, je me tourne vers le public. Est-ce que quelqu'un a des questions sur tout ça? Il est temps d'en profiter. Ils sont devant vous. Ah, oui, il y en a une. Alors, attendez. Juste... Bonjour. Je travaille dans une société de conseil en data science qui s'appelle Quantmetry. Je vais mettre le micro plus près. Je voulais éventuellement compléter en fait ce qui avait été dit et avoir votre avis du coup sur ce point de vue, notamment sur la transformation digitale. Donc on a abordé les aspects infrastructure, les aspects data science, les aspects algorithme, machine learning. En fait, je pense qu'il y a un aspect qui est très important et que j'ai pu rencontrer dans certaines missions que j'ai pu, sur lesquelles j'ai pu intervenir. C'est l'aspect culture d'entreprise qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. Et notamment l'implication de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, c'est-à-dire pas que ceux qui sont concernés par les projets en eux-mêmes, donc pas que le Data Lab, pas que la DSI et pas que les métiers en particulier, mais l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir en fait démystifier quelque part tout cet aspect Big Data, cet aspect données personnelles qui pourraient être utilisées à tort et à travers. Et notamment, donc, dans certaines émissions que j'ai pu réaliser, j'ai pu me rendre compte, par exemple, que juste des réunions de présentation, de vulgarisation en fait, de la data science, réalisées par le Data Lab en particulier, à l'attention de tout le monde, étaient particulièrement bienvenues et permettaient de récupérer en fait, l'adhésion de nombreux métiers qui venaient après proposer des projets au Data Lab et donc qui créaient une sorte d'adhésion et d'interaction entre tous les collaborateurs de l'entreprise. Et j'ai l'impression que c'est un aspect qui est vraiment fondamental pour pouvoir développer une culture d'entreprise dans la transformation digitale. Voilà, si vous pouvez me donner votre avis là-dessus. Oui, alors ça rejoint le point tout à l'heure quand j'ai dit que la transformation chez nous en tout cas vient du haut. Pour rejoindre la question de juste avant, en fait elle vient aussi forcément des équipes et en fait c'est super facile.
cette transformation. Pourquoi? Parce que si on reprend le point de dire que toutes les équipes vont travailler ensemble, donc on n'a plus l'IT et les différents business, on reprend le comptable, tout le monde est ensemble sur le projet. Donc moi, ça fait 20 ans que je fais de l'informatique et des projets informatiques. Avant, en fait, dans les cycles en V classiques, on passait quasiment 9 projets sur 10 à s'engueuler avec le métier sur base de c'est pas le bon document que vous avez spécifié, c'est pas ça que je voulais, quand on arrivait en test, c'était pas les bons tests, etc. Ça, depuis qu'on fait du digital, je le vis absolument plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les métiers sont embarqués avec nous dans la partie conception de nos POC et de nos maquettes, et donc on n'arrive plus, mais réellement, il n'y a plus aucune situation qu'avant j'ai vécu des dizaines de fois, de gens qui vous disent mais cette appli c'est pas ce que je voulais, il me manque ci, il me manque ça, je veux ça en plus, je suis pas content, on va pas le mettre en prod, etc. Ça n'existe plus avec les projets digitaux. Et c'est aussi flagrant dans, si on mesure, pour prendre un indicateur factuel, le nombre d'incidents lors des phases de test. Avant, on avait différentes phases de test qui s'enchaînaient, des tests d'intégration, des tests end-to-end, et à chaque fois, on avait X% de bugs, etc. Quand on fait un projet digital en mode agile, on a quasiment, je ne vais pas dire zéro defect, mais en tout cas, on a zéro defect de compréhension du besoin par les équipes IT. Et donc après, la transformation se fait naturellement, parce qu'évidemment, tous les métiers vont vouloir, bon, on peut montrer de la data, comme vous le dites, mais aussi, ça se sait que les projets se passent comme ça, les métiers sont contents, les équipes IT sont contentes et donc aussi se transforment. Et donc, ça crée réellement un cercle vertueux et une émulation qui fait que la transformation, elle vient du haut, mais elle vient aussi très clairement des équipes qui comprennent que c'est quand même beaucoup plus sympa de bosser sur un mode comme ça que de bosser sur un truc où je livre des specs, j'attends, c'est pas la bonne version, je me fais engueuler, etc. etc. Avant, c'était ça. Frédéric? En une minute, si je pouvais approfondir ça, parce que c'est hyper intéressant. Après, dans les faits, vraiment, alors après, CMA, c'est une grosse boîte aussi, mais je vois plus dans les PME, parce que je suis ancien de Capgemini, donc je connais un peu la CMA et d'autres. Dans les PME, Vacances Bleues, c'est 1000 employés en tout, pour 90 millions de chiffre d'affaires. Le problème, c'est que les gens, toujours mes amis de la compta, sont pris dans un quotidien. Ils ont un quotidien. Et développer une appli, ça prend du temps. Mais ils n'ont pas ce temps. Moi, ce que j'aimerais faire, et ça fait partie des axes sur les roadmaps 2018-2019, c'est mettre sur les métiers ou les services les plus critiques un espèce de product manager, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'informatique, le digital, mais impliqué dans le service et qui pourrait discuter avec d'autres product managers dans d'autres services, et que eux puissent avoir un discours en direct sur ok, comment on peut améliorer les choses. J'ai détecté dans ce service qu'il y avait tel problème qu'on pourrait éventuellement solutionner, parce que c'est des mecs qui sont câblés informatique, digital, et c'est ça, les jeunes qui arrivent aussi, et là ils peuvent avoir une grosse valeur ajoutée sur parce qu'ils aiment la simplicité et tout ça. Première chose. Deuxième chose, ça pourrait être aussi une prime à l'ubérisation de son propre job. Si j'arrive à détruire, à automatiser mon job, ma fonction, j'ai une prime d'1 an de salaire, et je change de job puisqu'il est automatisé. Mais sauf qu'une fois qu'il est automatisé, j'ai plus besoin voilà. Ça, c'est plus roadmap 2020 dans une boîte. Intéressant. Voilà. Travailler à détruire son job. Voilà. Mais j'y crois énormément. De toute façon, ça, beau projet. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et voilà. C'était les deux. Et ben, désolé, mais ça sera la conclusion sur une super idée. Donc, il me reste à vous remercier, vous 5. Et on se retrouve dans 20 minutes pour parler cloud, hybride et sécurité. Voilà, merci.